c'est la première de Festo. Vraiment, je suis ravie de vous accueillir pour un numéro consacré à la NBA. Il faut même une émission tous les lundis consacrée à la NBA. D'ailleurs, ce sera toujours avec Erwan. Bonjour Erwan, bienvenue. La plupart du temps, ça sera avec moi. Bienvenue à toi, Vanessa. C'est vrai, bienvenue à moi, puisque c'est moi la petite oui, c'est toi la nouvelle. C'est toi la dernière. Ouais. Et également avec Thomas, celui qui a toujours le sourire. D'ailleurs, je sais pas comment tu fais, c'est la NBA qui te donne cette mine ou pas? Oui, tu sais, la NBA, c'est une ambiance de plaisir, une ambiance de désir. Non, vraiment, j'attends la NBA, ça me donne une bonne mine, il paraît. Bon, vous l'aurez compris au programme, une ambiance de désir. Au programme, il y aura des surprises, des rires avec ces deux-là, ça c'est évident. On parlera du débrief de l'Utah. Utah, ouais. Exactement. De Jazz face aux Knicks, on parlera également d'un top 5 de transfert et puis des Warriors. Donc restez avec nous parce que juste après, on parlera de l'actu de la semaine. Bryant on the move with the jumper. He got Au menu des news OKC, 5 victoires, 1 défaite. Mais j'ai envie de saluer d'abord Geoffrey Lauvergne qui est de plus en plus utilisé. Mais évidemment, celui qu'on n'arrive pas à contenir, c'est Russell Westbrook. Est-ce qu'il va arriver à tenir ce rythme? Parce que là, franchement, il est parti fort. Hein. Moi, j'ai du mal. Il est parti très, très fort, mais c'est pas vraiment une surprise. Hein. On le savait capable de ce genre de perf-là. Quand Kevin Durant avait été blessé il y a 2 saisons de ça, il avait aussi, en janvier-février, cumulé pas mal de triple-double. L'année dernière aussi, en 18, on se rappelle. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est bon signe pour son équipe? Moi, je suis pas sûr que quelqu'un qui ait autant d'emprise comme ça sur son équipe, ça soit une bonne chose pour le collectif d'OKC, même si pour l'instant, le bilan est plutôt correct. Bah, clairement, sur le collectif d'OKC, non, c'est pas une bonne chose. Maintenant, qui a l'emprise sur ce collectif? C'est Russell Westbrook. Et Russell Westbrook, on le sait, c'est un monstre d'intensité, c'est un monstre d'énergie et il ne triche jamais. C'est un gars comme ça. Aujourd'hui, il est quand même à 30 points, 33 points, 9,7 passes, 9 rebonds. Il était en triple-double sur la première semaine, ce qui n'a jamais été fait depuis Oscar, qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Et moi, je me dis, cette équipe, d'abord, je les vois en play-off. Hein, clairement, c'est une évidence. Ils sont quand même premiers à l'Ouest. C'est une évidence de voir OKC en play-off. Moi, je vois calendrier. Drôle d'évidence. Calendrier, c'est ton évidence. Toi, tu as l'impression qu'ils ne le seront pas. Moi, je suis persuadé qu'ils le seront parce que Russell Westbrook, parce qu'ils prennent un bon départ. C'est toujours important dans une saison NBA de commencer. C'est un calendrier assez facile, hein, on va pas se mentir. Mais 5 victoires, 1 défaite, premier à l'Ouest. Pour commencer, c'est quand même super. Une défaite chez les Warriors en plus, donc où il n'y a pas à rougir d'aller perdre chez les Warriors. Mais la saison est très longue, c'est une saison NBA, c'est très très long. Alors effectivement, le bon départ, c'est pas mal. Tu l'as dit, un calendrier plutôt facile. Maintenant, moi, sur la durée, je pense que les défenses déjà vont s'adapter un petit peu à cette omniprésence, cette omnipotence il y aura un petit peu un conglomérat autour de lui pour savoir comment défendre ce Russell Westbrook. Les défenses vont s'adapter. On sait très bien que sur la durée, son tir extérieur peut être un petit peu pas toujours très fiable. Donc moi je trouve qu'on lui donne quand même énormément de lay-up, beaucoup de paniers faciles sur les premières intentions. Je pense les défenses vont s'adapter. Voilà, va peut-être falloir que Billy Donovan trouve aussi d'autres solutions. Il y en a un autre qui a de grosses statistiques, c'est un ancien d'OKC, c'est James Harden qui est aux Rockets, il est en train de tout défoncer depuis qu'il est meneur. El Barbudo, il a défoncé tout avant d'être meneur aussi à Houston, mais en tant meneur, il ne fallait pas lui en promettre. Est-ce que du coup, le fait d'être meneur, ça le rend encore plus fort? Moi, en fait, j'ai envie de dire oui directement. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il jouait meneur. Alors, il jouait à côté d'un meneur de jeu, donc c'était Patrick Beverley qui montait très rarement la balle. Mais aujourd'hui, il est vraiment meneur de jeu, dans le système de Mike D'Antoni. Donc, il est très fort sur le pick and roll tête de raquette. Il a toujours été, on se souvient déjà à OKC. Quand il va en finale, c'est parce que il faisait des pick and roll tête de raquette. Mais là, aujourd'hui, il peut même contrôler le tempo. C'était ça, vraiment, le gros challenge pour lui, de pouvoir associer. Donc, je tire beaucoup, je fais énormément de passes, parce que juste, on va rappeler 4 matchs à plus de 30 points et 12 passes décisives, ce qui est énorme en 6 matchs joués. Mais surtout, la gestion du tempo. J'avais envie de le voir dans ce rôle-là, et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ils sont très forts sur transition. Houston, vraiment, Harden, il a une vista incroyable. Ouais. Après, dès qu'on sort de transition, pick and roll central, ça devient très compliqué. Je trouve que Trevor Ariza est de plus en plus utilisé uniquement en bout de chaîne comme un shooter, alors qu'il peut apporter quand même d'autres choses. Il va falloir, pareil, un peu comme OKC, apporter un petit peu d'alternance. Et je crois que James Harden a ce talent pour apporter un peu plus d'alternance. Juste vite fait, on parlait d'alternance. Eric Gordon, donc il est à 16 points, ce qui est bien, 35% de réussite à 3 points, ce qui est clairement honorable. Ça va peut-être passer par lui parce que c'est le même genre de joueur. Et c'est le même genre de joueur. Donc un arrière qui peut prendre des pick and roll et force sur le tir. Je préfère voir Harden meneur et à côté d'Eric Gordon qui va mettre dedans, qui est un vrai poste 2, plutôt que de voir à côté de Beverly qui est pas un 2. Mais meilleur défenseur. Voilà. Ouais, mais dans le système d'Anthony, je préfère avoir un poste 2 shooter. On parlait de Casey pour qui tout va bien. Par contre, c'est pas la classe à Dallas. Hein. En tout cas, c'est ça. C'est ça. Vous validez ou pas la classe C'est presque un début de naufrage. Ils ont gagné leur premier match hier, mais en plus dire qu'il va pas très bien, il a mal au pied. Stéphane Brun est presque au bord de la dépression. Mais... tu viens de l'appeler Stéphane. Il est en double dépression. Stephen, pardon. Mais les gars, qu'est-ce qui va pas Dallas alors
Alors déjà, on va dire que c'est le pire départ de l'histoire de Dallas. Et pour ceux plus anciens comme moi qui se souviennent des années 90, le pire départ de l'histoire de Dallas, ça veut vraiment dire que... Ils sont rincés. Qui sont vraiment rincés. Voilà, on va voir alors un peu d'espoir. Oui et non, parce que je pense qu'ils signent des gens qui sont un peu blessés. C'est ça, moi, le problème que j'ai avec les Mavs. Ils signent Wes Matthews l'année dernière, qui revenait de blessure et qui, j'ai l'impression, en tout cas, même s'il est capable de faire des perfs, qui n'est jamais revenu vraiment à 100%. Andrew Bogut, on le voit depuis le début de saison, il est un peu blessé. Qui vient d'arriver. Ouais, qui vient d'arriver. Harrison Barnes, lui, n'est pas blessé, mais même s'il a été excellent sur la seule victoire de Dallas avec sa meilleure perf en carrière, ben, faut qu'il s'impose comme un vrai leader de jeu. Et ça, pareil, mais ça s'invente pas, il faudra du temps. Voilà, et puis il y a toujours JJ Barea qui est là et tout, mais c'est une équipe, on a du mal à injecter vraiment du sang neuf, et quand il arrive, il est un peu blessé. Ouais, ben, on a parlé de ce qui ne va pas. Mais pourtant, il reste 6e meilleur marqueur de l'histoire, hein, Dirk Nowitzki. Ouais. Et il y en a un autre qui s'invite dans cette statistique de All-Star, c'est LeBron James qui signe à 27 000, quasi 27 000 points. Ça, c'est énorme, les gars. Hein. Ouais, donc il est officiellement dans le top 10. 993 Il est officiellement dans le top 10 des scores all-time. Il est super jeune. Admettons qu'il lui reste 6-7 ans. La grande question, c'est est-ce qu'il peut arriver sur le podium des meilleurs scoreurs? On voit ses stats. 27,8 points en carrière, 6,9 passes et 7,2 rebonds, ce qui est énorme. Et on va pas inventer maintenant, LeBron est une légende. Évidemment, c'est déjà une légende, même si sa carrière s'arrêtait demain, mais il marque encore un peu plus de son emprise, l'histoire de la NBA. Moi, je crois que la nouvelle carrière de LeBron a commencé. Depuis qu'il a été champion avec Cleveland, où il y avait beaucoup de questions. De toute façon, c'est une renaissance, presque. Oui, non, pas une renaissance, mais il avait gagné avec Miami. C'était le minimum pour qu'il ait ses bagues à lui. Il voulait être champion, ce qui était normal. Mais gagner avec Cleveland avait une autre saveur. On en avait parlé l'année dernière lors des finales. On a regardé, souvenez-vous, quand il gagne avec Miami, quand il gagne avec Cleveland, c'est pas du tout la même attitude. Maintenant, il est rentré dans une nouvelle ère où, effectivement, au fur et à mesure du temps, il va écrire un petit peu plus sa légende. Où elle s'arrêtera, on verra. Et c'est vrai qu'il est encore très très jeune et on le voit cette année, il gère, il contrôle, et quand il faut mettre des cartons, il met des cartons, quand il faut faire des passes, il met des passes, et puis physiquement, il est toujours au top. Très rarement blessé, LeBron James, et c'est à souligner. Bon, c'est la 6e victoire des Cavs, c'est-à-dire c'est la seule équipe aujourd'hui invaincue. Les gars, ça y est, ils sont à 100%, ils ont gardé la chimie, tout va bien pour eux. En fait, on se pose toujours la question du rebond après un titre de champion, surtout quand on met autant d'âme, autant d'énergie dans une campagne de play-off. Moi, je les ai trouvés très forts. En fait, il y a un avant-match de Philadelphie. Avant le match de Philadelphie, sur les 5 premiers matchs, ils sont imposants. Ils sont sûrs d'eux, ça met des tirs de partout. J.R. Smith est bien. Kyrie Irving, t'as l'impression qu'il monte en niveau clairement, qu'il progresse. Pour un top joueur comme ça, t'as l'impression qu'il progresse. Tout se passait bien. Puis là, contre Philadelphie, alors il gagne face à un Jojo Embiid des grands soirs. Mais à la mi-temps, t'as l'impression que quand ils reviennent, non, ils ont plus envie de jouer. Tu sais, ils sont un peu faciles. Ouais, mais ça, Thomas, ça fait partie des aléas d'une saison. Ça, Thomas, on le sait, quand tu es au top, quand tu es premier, que tu joues les derniers, tu as toujours un petit peu, surtout à la mi-temps quand tu mènes. Mais ce qui est important avec Cleveland, c'est qu'ils ne perdent pas. Et il faut arrêter de croire que Cleveland va marcher sur toutes les équipes de la conférence Est. Et même à Philadelphie, qui fait un très bon match porté par Joel Embiid, eh ben finalement, ils se font malmener. Ils sont même menés dans les dernières minutes, mais ils ne perdent pas. Et ça, c'est la marque. Et ça, c'est la marque des grands. Sur un shoot de Channing Frye. Ouais, non seulement d'un point, mais ils sont menés. C'est LeBron. Il mène largement dans le match. Puis sur la fin, LeBron dit bon les gars, on est là, c'est bon. On arrête les conneries, boum, il commence à mettre un tir, 2 tirs, il ramène son équipe. Il va trouver des passes très justes. Ouais, il fait des passes, puis il bitch un peu, il envoie des petites bricasses. Mais bon, c'est LeBron, on connaît, ça passe. Et puis il gagne surtout sur la fin, donc il n'y a pas de problème. Bon, les Jazz l'ont emporté sur le parquet des Knicks au Madison Square Garden, et apparemment c'était vraiment blindé pour un midi, c'était impressionnant. C'est le retour de Gordon Hayward là qui a marqué, mais moi, on va faire le débrief du match. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. L'Utah donc l'a remporté au Madison Square Garden 114-109. Ben les gars, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous avez retenu? Quels sont les moments? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match? Et moi, je vais commencer parce que je te sens chaud sur New York, ta petite équipe chérie. D'abord, on s'attendait à un match défensif. Nous, on a fait des paris. On s'est dit, ça va être un match, tempo pas hyper rapide. Bon, voilà, on finit à 114 points marqués pour Utah, 109 pour les Knicks. Première mi-temps, c'est les Knicks qui dominent finalement, qui dominent sous l'impulsion de Carmelo, qui met dents. Le gros problème de ces Knicks, c'est qu'il ne se passe rien en attaque. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Ils ont Porzingis qui fait une grosse entame, on ne le retrouve pas sur la fin de match. Ils ont un Melo qui est très fort à mi-distance, qui fait quand même 0 sur 6 à 3 points. Mais à aucun moment tu dis, il y a un fond de jeu, il se passe un truc. Derrick Rose pareil, fort sur les pénétrations et tout ça. Mais tu dis, il va se passer un truc dans ce match-là. Et à la mi-temps, il se passe un truc.
finalement, New York est un peu au BDR. Avant la mi-temps, Thomas, déjà, moi, je pense que les Knicks doivent rentrer à la mi-temps avec au moins 10 points d'avance parce que Utah. Ils mènent 10 points sur le match, sur la première mi-temps d'ailleurs. Tu vois, ils finissent qu'à 5 points. On se dit, ils s'en sortent bien, le Jazz, finalement. Ils s'en sortent bien, tu vois, parce qu'ils n'ont pas proposé grand-chose. Mais en face, la bonne première mi-temps de Melo, c'est un trompe-l'œil parce que c'est beaucoup d'isolation. Même s'il est très adroit, là, on sait que Melo, quand il est adroit en isolation, il peut faire basculer des matchs. Mais ça suffit pas. Il manquait beaucoup de choses dans le jeu. Moi, ce qui me choque, c'est de voir les Knicks face à Chicago, où là, on retrouve un mouvement de ballon, on retrouve un joueur qui nous a impliqué beaucoup plus le ballon dans les mains pour trouver des petites passes. Et là, on ne retrouve plus ça. Je les ai trouvés pas du tout inspirés en attaque. Et j'ai même pas toujours bien compris les choix de Jeff Hornacek qui valorise et qui donne beaucoup de responsabilités défensives à Lance Thomas. Pourtant, il a un nom de merde en plus, donc tu vois, je comprends pas. Donc, j'ai pas compris. Joachim Noah joue très peu dans le troisième quart-temps. Le match après bascule, il remet encore pas beaucoup. J'ai du mal à comprendre. T'as raison. Hier, on s'est fait la réflexion, Erwan. On se dit sur la première mi-temps, le banc est bon. Le banc des Knicks est bon. Le banc est bon en première mi-temps. Exactement. Sur la première mi-temps, on se dit le banc est bon. Mais en fait, t'as l'impression les Jennings, on les a un peu cités. Kylo Quinn, il y a de l'énergie, ils gardent un peu le score. Mais sur la deuxième mi-temps, et à l'image de leur équipe finalement, ils se font rattraper et ça commence un peu à vaciller. Et le banc, d'ailleurs, fin de troisième, début de quatrième, est tragique. Et clairement tragique ici, moi. Non, vas-y. Non, mais pour moi, le gros moment du match, c'est forcément Moi, je suis un peu la groupie des Français. Donc, forcément, Gobert a marqué un gros truc. Un gros poster sur Porzingis qui fait quand même 2,20 m, ça, j'avais envie de souligner. Mais pour vous, est-ce qu'il y a une grosse stat qui sort du. On va parler du Jazz un peu. C'est vrai que les Knicks ont été mauvais, mais il y a un mec qui revenait en face, c'était Gordon Hayward, qui revenait de blessure et qui, pour son premier match, finit quand même à 28 points, 14 sur 14 au lancer franc. Pendant le match, avec Aaron, on se disait, mais. Mais on le voit pas beaucoup, il est peu agressif. Tout d'un coup, on voit ses stats, on voit 21 points, 12 sur 12 au lancer franc. Enfin, mais en fait, il est fort. Il est bien revenu, il a mis des tirs à mi-distance, peu, mais assez pour faire gagner son équipe. Et puis, il est sur le parquet à la fin du match. Il est sur le parquet à la fin du match. Puis après, on peut détailler. Je vois Rodney Hood, c'est vraiment un bon joueur, tu vois, il met 18 points. C'est lui qui met les paniers dans le corner à 3 points. C'est lui qui fait vraiment basculer le match. Moi, j'ai trouvé une belle maîtrise du Jazz. Mais le Jazz, c'est voyager. Il y a une semaine, un peu moins, ils vont gagner aux Spurs. Bon, après, ils se font cueillir à domicile. Mais le Jazz, c'est voyager. Il s'appuie en général sur une belle défense. Et ben ouais, il est sur un meneur. Et ça va faire plaisir à Thomas. Avec George Hill qui est vraiment dans son rôle de meneur, s'éclate vraiment. Il a beaucoup plus de responsabilités qu'il ne l'avait à Indiana, où il devait surtout servir Paul George et Monte Ellis l'année dernière, et même à l'intérieur Miles Turner. Là, il a beaucoup plus de responsabilités et il s'éclate. Et enfin, le Jazz a un meneur. Et je trouve que hier, ils ont fait une vraie maîtrise sur la deuxième mi-temps. D'ailleurs, si vous aviez un homme du match à désigner, qui ce serait? Moi, clairement, ce serait George Hill, 23 points, 9 passes. Alors pourquoi on parle un peu de George Hill? Parce qu'en fait, Erwan Abotret, ici en face, monsieur Abotret, me disait, ça fait des années qu'il me dit à Indiana, il est limité. Pendant les playoffs, il n'a jamais réussi à step up, ce qui est une vérité. Ah oui, mais maintenant, quand on me dit. Moi, le contraire. Hein. Oui, mais une fois qu'il arrive au Jazz, je te dis, enfin, ils ont un meneur. C'est quand même mieux que ton pote Raoul Neto. Clairement, il arrive, le gars est solide et en plus, il fait des cartons. Il a plus de 20 points sur le début de saison. Le Jazz gagne des matchs. Moi, j'ai envie de dire, très bien. Non seulement c'est mon homme du match, mais c'est peut-être mon homme de ce début de saison. Pas faux. Ouais. Non, mais c'est bien ce qu'il fait. Mais je te dis, je pense qu'il était assez limité dans un rôle défensif et organisateur à Indiana. Ouais, peu. Hein. Ouais. Beaucoup de balles à Paul George. C'est ça, donner la balle à qui il faut. Et puis finalement, là, on lui donne des responsabilités. Et ça reste un bon joueur. Moi, je trouvais que c'était un joueur solide. Je le voyais plus en sortie de banc. Puis il m'a fait mentir. Grand bien lui en face. Un dernier mot sur Rudy Gobert qui fait 8 points, 8 rebonds. Qui est, au-delà de son énorme dunk, qui est dans un moment un peu charnière, parce qu'on se demandait comment allait réagir le Knicks. Et puis en fait, ils prennent un gros coup sur la carafe, pour le coup. Ah oui, dunk, expression 1960, Erwan. C'est clair, 62. Donc Rudy Gobert, dans le dunk de Gobert énorme. Et puis c'est bien, c'est parce que cette image, même s'il finit loin de faire son meilleur match de l'année, mais c'est bien, il marque les esprits. Il vient de signer un gros contrat, son dunk va tourner en boucle. C'est bien de marquer les esprits, comme ça. Utah, on a compris votre position par rapport au Jazz, mais une question se pose. Les Warriors, comment vont-ils? C'est la question qui fait débat. Les bookmakers, ils les annoncent déjà vainqueurs. Pourtant, sur 6 matchs, ils ont pris 2 gros chiffres. C'est la question qui fait débat. Wow, here we go. He went right over to Bryant. Alors messieurs, franchement, qu'en est-il de cette alchimie chez les Warriors? Sont-ils vraiment plus forts cette année que les saisons précédentes? Alors la grande question, c'est est-ce qu'avec l'arrivée de Kevin Durant, cette équipe est plus forte? Moi, j'ai envie de dire oui, tout simplement. Parce qu'il y a un mot qui ressort de cette arrivée, c'est le talent. Et à un moment donné, le talent en NBA, c'est ce qui te fait gagner non seulement des matchs, mais en plus des campagnes de playoffs. Et qu'est-ce qu'on attend de cette équipe des Warriors? C'est d'aller au bout pendant les playoffs, quand tu récupères un joueur comme ça. Après, sur l'alchimie, oui, je crois que c'est une évidence.
pour l'instant, elle est beaucoup moins présente que l'année dernière. Quand tu perds Andrew Bogut, qui était quand même une des âmes de cette équipe, et puis un socle défensif, Harrison Barnes, qui était là depuis qu'il était bébé, qui était bien dans le collectif. Tu as Kevin Durant, il faut changer, les ajustements changent un peu, mais malgré tout, j'ai l'imprestion qu'ils sont plus forts, clairement. Okay. T'es bien gentil avec tes potes, hein, parce que là, ils ont déjà perdu 2 fois depuis le début de saison. On se rappelle que l'année dernière, quand même, c'est le meilleur départ de toute l'histoire de la NBA. 24 victoires. Voilà, ils avaient perdu en janvier, il me semble. Hein, contre les Bucks. Voilà, contre les Bucks, à Milwaukee. Moi, je veux bien que cet assemblage de stars, de superstars, de talents, comme tu dis, ça fasse rêver, mais au bout d'un moment, Harrison Barnes avait un rôle qu'il acceptait. Et Kevin Durant, aujourd'hui, ne peut pas accepter ce même rôle, et c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, qui doit se sacrifier dans cette équipe? Entre Draymond Green, Steph Curry, Klay Thompson et Kevin Durant, qui doit se sacrifier? Draymond Green, un petit peu, on est tenté de dire, OK, c'est ce qu'il va faire naturellement. Mais il en faut un deuxième. Et qu'il se sacrifie. Et ce deuxième-là, c'est... Contre son gré, c'est Klay Thompson qui a fait un début de saison catastrophique. D'ailleurs, c'est l'un des rares qui est avec Team USA qui fait un début de saison un petit peu dans les choux, avec une sélection de tir dégueulasse. Et il s'est remis un petit peu à défendre, mais il y a un vrai problème. Et ça, on est juste sur l'alchimie. Donc moi, je veux bien, mais plus, ça peut faire moins aussi. Bon, la question qu'on peut se poser, donc les gars, est-ce que c'était un bon choix que Kevin Durant se retrouve? C'est difficile de dire que c'est un mauvais choix. C'est compliqué de dire que c'est un mauvais choix. Ouais. Maintenant, je trouve que ils n'ont pas pensé, pour moi, à cette chose. Le départ de Bogut, quand on a tendance un petit peu à l'oublier, qui quand même régnait en défense, il pouvait asseoir du rebond de manière assez large. Là, on voit les stats de Kevin Durant. Donc voilà, lui, il met 30 points par match. Mais s'il lui met 30 points, Klay Thompson ne pourra pas mettre 25, Steph Curry ne pourra pas mettre 25, et Draymond Green ne sera pas à 16 et presque en triple-double tout le temps. Donc on en revient dans ce truc de sacrifice. Et Bogut, aujourd'hui, il a été remplacé par un mec qui fait 10 cm de moins, qui n'a pas sa qualité de passe et qui n'a pas son aura défensif. Et là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème sur le poste 5. Moi, clairement, sur l'arrivée de Durant, évidemment, si on t'offre un homard à 1 000 €, tu vas le manger même si tu n'as plus faim. Là, sur le principe, Kevin Durant qui arrive dans une équipe de superstars, alors que c'est un MVP, le dernier MVP avant Steph Curry quand même, tu es obligé d'accepter ça. Ouais, quitte à faire des sacrifices. Quitte à faire des sacrifices. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, le problème, il est plus spirituel, dans le mental. Ils ont en perdant Bogut et Barnes, ils perdent dans le défi physique. Clairement, aujourd'hui on en est là. Maintenant, ça fait 2 semaines que la NBA a repris. Moi, j'ai envie de les voir sur la longueur, pas de conclusion hâtive. Voilà, aujourd'hui, ils ont décidé de jouer encore plus vite. Le tempo est encore plus élevé. Ça tire en première intention comme rarement. Peut-être trop, parce que moi j'attends l'arrivée de Kevin Durant. Il arrivera pas, je te dis tout de suite. De Kevin Durant, l'arrivée de Kevin Durant, forcément, fallait le faire. C'est peut-être aujourd'hui, c'est même sûrement le meilleur joueur. Moi, j'attends Stephen Curry dans un autre rôle. J'ai envie qu'il soit plus meneur. Quitte à faire des cartons de temps en temps, évidemment, il va pas changer sa nature, mais qu'il soit plus passeur, mais surtout qu'il arrête, tu vois, on parle de mentalité, qu'il arrête de perdre des ballons, qu'il arrête de jouer facile, qu'il joue vraiment meneur. Même si c'est dans les moments importants que j'attends qu'il le fasse. Là, aujourd'hui, c'est encore un peu dans l'éclate. Je pense que cette équipe, elle a été mal pensée, moi, en fait, avec l'arrivée de Kevin Durant. Il aurait fallu faire des choses autour qui n'ont pas été faites. Et le remplacement de Bogut, on en a parlé, pour moi, n'est pas bon. Puis le banc est moins efficace aussi. André Iguodala semble moins bon. Alors, ouais, moins présent, moins bon impact. Moins présent, moins d'impact dans le jeu. Ils ont perdu Barbosa, qui est parti à Phoenix. Barbosa, qui rendait toujours des services. Livingston, pareil, a du mal un peu à embrayer sur son début de saison. J'ai l'impression que ça a tout chamboulé. Alors, on se souvient que c'est une équipe qui reste quand même sur le meilleur bilan de saison régulière de l'histoire et qui perd en finale 4-3 alors qu'il menait 3. Justement, quels sont les ajustements à faire pour Steph Curry? Le premier. À part le fait de faire des heures sup avec Curry. Non, mais attends. Juste pour revenir à 3 points. L'année dernière, c'est une équipe qui se passait la balle, qui jouait juste et qui bénéficiait d'une super adresse. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est cette équipe-là, comme face à OKC, quand ils prennent des crises à 3 points, c'est génial, mais qui dépendent beaucoup trop de leur adresse et qui proposent moins de choses. Et ça, moi, ça me gêne. Ça me gêne. À la rigueur, qui dépendent, mais si tu es super adroit, c'est pas un problème. Le problème, c'est dans le top 5. Tu sais très bien que sur une saison entière, tu n'es pas tout le temps à 3. L'énorme problème, c'est qu'ils sont dans le top. Là, aujourd'hui, tu vois, on les juge aujourd'hui, ils sont dans le top 5 des pires équipes à l'adresse à 3 points. Pour les Warriors, ça paraît complètement aberrant. Moi, le plus gros ajustement. Parce que la sélection est dégueulasse. Aussi, bien sûr. Après, il y a des tirs ouverts que tu rates dans les matchs. Ouais, mais c'est pas ça qu'ils ratent. Ils ratent des tirs dégueulasses. Ils ratent aussi des tirs ouverts. La sélection de tirs. Tu parles de Klay Thompson rate des tirs, ça me paraît incroyable. Ouais, mais parce qu'il en prend 8 avant, après 8 dribbles, la tête dans le guidon. Enfin, tu vois. Moi, le plus gros ajustement, c'est pas sur l'adresse. C'est clairement. Des fois, c'est bête, mais le basket, c'est de la taille aussi. Tu as besoin de grand pour jouer au basket. Et là, aujourd'hui, tu as un déficit de taille. On l'a vu sur le premier match face aux Spurs. Quand tu as Pau Gasol, Lamarcus Aldridge, les 2 mecs à plus de 2,11 m, tu vois, qui vont prendre des rebonds offensifs, qui vont faire des petites claquettes, qui verrouillent le rebond défensif, et ben tu galères. Là, aujourd'hui, avec Draymond Green, 2,3 m à tout péter, Zaza Pachulia. On adore Zaza, c'est un bon joueur de basket.
Mais mettez-moi un mec de plus de 2m10. Mais là aujourd'hui, ils l'ont peut-être. Je te rejoins. Ils l'ont peut-être avec Jamal Magui. Peut-être. Pour l'instant, en tout cas, il ne joue pas, mais là, je te rejoins tout à fait. Le small ball est un fantasme de petite fille qui attend son prince charmant. Alors, non, mais c'est ça. Le small ball est un fantasme de petite fille qui a marché pendant 2 ans avec les Warriors, qui a commencé à avoir ses limites l'année dernière en finale. Mais le basket, on m'enlèvera jamais l'idée que c'est un sport de grand. Et tu verras. Surtout dans les 5 majeurs. Les fins de match, c'est différent. Et surtout, mais tu verras que. Mais pourquoi le small ball a eu belle presse comme ça? Parce qu'aujourd'hui, les pivots, la plupart des pivots sont des mecs tragiques qui mettent pas de lancer franc, donc ils peuvent pas jouer les fins de match, qui n'ont pas de move, qui n'ont pas de main. Merci d'André Jordan, André Drummond. Non, mais c'est ce type-là qui aujourd'hui fait que le small ball, on est là, on se parfume, on sent bon. Mais au bout d'un moment, quand tu mets un mec comme Joel Embiid, tu vois, qui va arriver petit à petit, parce qu'aujourd'hui, ces minutes sont limitées. Ouais. Mais tu vas voir qu'à terme, avec un Simmons, Embiid, tu vas voir qu'ils vont démonter tout le monde dans 4-5 ans, attention. Mais quand tu as un grand tonton qui prend des rebonds, qui a des mains, qui met des lancers, le basket, c'est un sport de grand et au final. Et on a tendance à l'oublier parce qu'on n'a pas su former les pivots qu'il fallait ces dernières années. Mais attention aux Warriors de croire que le small ball, c'est la réponse à tout. Je crois qu'un tonton qui mettra des paniers près du cercle, ça reste la réponse à tout. Alors finalement, conclusion, sont-ils plus forts que les saisons dernières, oui ou non? Ouais, moi, sur le talent, oui, parce que là, on parle que d'ajustement finalement. Tu vois, on parle de taille, des trucs, retrouver des tontons, tu peux en trouver. Hein. Ezeli sort de nulle part, tu peux en trouver un autre. Ezeli, pardon. Ils l'ont pas trouvé. Ils l'ont pas encore trouvé, mais une saison c'est longue. C'est très très long. La saison est longue, donc pour moi, c'est que des ajustements. Donc à terme, ils seront plus forts. Et donc conclusion, Erwan? Écoute-moi, l'année dernière, ils font un super début de saison, le meilleur de toute l'histoire de la NBA. Cette année, ils ont déjà 2 défaites. Pour maintenant, pour l'instant, le niveau actuel des Warriors, il est largement plus faible que celui qu'ils avaient il y a tout juste un an. En parlant d'ajustement, messieurs, il y en a d'autres qui ont besoin d'ajustement, c'est d'autres clubs, c'est le top 5 des trades. La trade deadline est prévue fin février. C'est par là, après le All-Star. Ouais. Et donc, selon vous, qui pourrait bouger? Peut-être Jahlil Okafor. Ouais. Alors, pourquoi Jahlil Okafor? C'est évident, on en a parlé. Ouais, dans la petite conf de rédac qu'on a faite, le premier nom qui sort, c'était Jahlil Okafor. Et pourquoi on vient d'en parler il y a exactement 2 minutes? Voilà, c'est Jojo Embiid, hein, le Camer. Ça va être comme ça toute la saison. Jojo Embiid. C'est mon gars. On peut dire ce qu'on veut, ce gars-là, c'est mon gars, il veut draguer Rihanna, tout ça, c'est mon gars. Bon, bref. Donc, Joel Embiid. Donc, c'est aussi simple que ça. Jahlil Okafor, aujourd'hui, est un pivot. On parlait des pivots avec des mains tout à l'heure. C'est un pivot avec des mains qui va pouvoir jouer poste bas, mettre des paniers. Il a des lacunes en défense. J'ai du mal à croire que sur le long terme, il peut vraiment s'améliorer de ce côté-là, mais c'est pas grave. Pourquoi on pense à lui? Parce qu'aujourd'hui, tu vois son comportement, tu vois sa tête et tout ça, il est au bout du rouleau. Ça va un peu mieux sur les 2 derniers matchs. Parce qu'il prend des minutes, il remet des paniers. Un troisième choix de draft qui tourne à peine à 10 points par match, à peine à 10 points par match, après un an. Donc, il est beaucoup moins concerné en ce moment, Jahlil Okafor. Je pense que de toute façon, ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on en parle d'un éventuel transfert à Boston notamment. Je ne sais pas si ce sera à Boston, mais c'est vrai que même pour lui, ça serait la meilleure des choses à faire. Et dans ce trade-là, parce que c'est un mec qui a de la valeur, ces stats-là qu'on vient de voir ne sont pas spécialement représentatifs, c'est un mec qui a de la valeur et qui pourrait peut-être amener aux Sixers un poste 1-2, ce qui leur manque aujourd'hui vraiment d'envergure. Mais surtout qu'ils ont un 3e poste 5 avec Nerlens Noel et aussi notre ami Richaun Holmes, le tomareur, le dunker fou qui tire à 3 points. Ça me paraît tellement incroyable. Il fracasse surtout des cercles. Hein. Voilà, donc ils ont quand même 4 pivots qui a priori peuvent prendre quelques minutes. Jahlil Okafor, c'est le premier, quand on y pense, à se faire transférer, ça me paraît évident. Le numéro 4, eh bien, actuellement, il est un peu blessé au coude, il a une entorse au coude. C'est l'Espagnol Ricky Rubio, il faut bien rouler les R, de Minnesota. Lui aussi, vous le voyez bouger? Ouais, mais c'est pareil. En fait, moi déjà, je le voyais bouger dès l'année dernière. Je le voyais déjà bouger dès l'année dernière, surtout quand coach Thibodeau est arrivé. J'avais pas l'impression que ça allait fitter terrible. Après, on sait que Ricky Rubio, il a la qualité de ses défauts. On sait ce qu'il va apporter. Il va jamais complètement craquer et tout, mais il va pas non plus jamais step up de fou apporter, faire une séquence sur 3-4 semaines où il va vraiment marcher sur double. Voilà. Et c'est un peu les limites du personnage. Et il va falloir alimenter aujourd'hui des mecs autour de Wiggins et de Karl Anthony Towns. Et moi, j'ai envie d'avoir un mec peut-être plus dans le drive, peut-être plus athlétique. Moi, sincèrement, sur le principe, Ricky Rubio, je pense que c'est le fit parfait pour cette équipe. Tu as beaucoup de scoreurs autour, les Zach LaVine et tout ça. Il faut les servir. C'est parfait. Le problème, c'est qu'il est tout le temps blessé. Il est tout le temps blessé, il joue jamais, il a une adresse catastrophique. Même moi, tu mets sur le terrain, je pense que j'aurai de meilleurs pourcentages. Mais clairement, c'est ça le pire. Un shooter bien plus naturel que Ricky Rubio. Je crois que c'est pas compliqué en même temps. Donc, il tire à l'arc avant. Tu sais que son joueur préféré, c'est Sébastien Fluit.
Et pourquoi aussi on pense à lui? Parce qu'il y a Chris Dunn qui est derrière. Donc clairement, rookie, on sent qu'il n'est pas prêt. On pensait qu'il serait beaucoup plus prêt plus rapidement. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est 7 points, 3,7 passes, 3 rebonds pour Chris Dunn. Mais si tu l'installes, tu lui donnes des minutes, je pense que très rapidement, il peut être productif. Ouais, puis dans un trade, tu peux récupérer peut-être un vétéran qui, type André Miller à l'époque, plus maintenant, mais qui peut lui apprendre un peu les ficelles du métier. C'est un sacré coffre et il a le physique pour jouer à NBA, clairement, Chris Dunn. Nicolas Vucevic, c'est sorti 3e de notre classement. C'est le Monténégrin d'Orlando. Ouais. Lui aussi, vous le voyez bouger, c'est ça? C'est pas. En fait, on arrive sur les mêmes cas, hein, finalement, à part Okafor qui est un jeune et tout ça. Vucevic, il fait des stats. C'est un vrai bon joueur avec une vraie valeur. On parlait de lui pour le All-Star Game ces dernières années, même si les résultats, il a jamais réussi à porter son équipe jusqu'en playoff. Mais quand je vois ses stats, 14,8 rebonds, 12,5 rebonds, 12,5 points, pardon. Je me dis que ce gars-là, non seulement il a une valeur, mais en plus, si tu le prends dans ton équipe, il va t'apporter direct. Tout de suite, ouais. Voilà, c'est-à-dire que dès qu'il va arriver, tu peux construire une attaque autour de ça. Si tu as un bon meneur, un bon arrière, ou même un poste 3 qui fait un peu de passe, lui, poste bas, avec un petit tir à mi-distance, il va apporter directement. Et derrière, il y a Bismack Biyombo. Ouais, mais voilà. Aujourd'hui, il est en concurrence avec Bismack. On lui a mis une concurrence avec Bismack Biyombo un petit peu à la surprise Gina. Il y a Serge Ibaka sur du small ball qui peut aussi jouer en poste 5, même s'il aime plus de moins en moins la maillotche et qui se prend pour un deuxième arrière. Il y a Aaron Gordon aussi à l'intérieur, qui peut jouer sur un poste 3-4 et tout. Et aujourd'hui, c'est des mecs-là Evan Fournier qui prend beaucoup de ballons sur le poste 2 et aujourd'hui Nikola Vucevic il voit moins la balle et Nikola Vucevic s'il n'a pas la balle c'est plus le même joueur, donc il a une valeur marchande et je pense que Orlando qui fait un début de saison compliqué, difficile, poussif notamment avec un gros problème à la main d'Elfrid Payton. Je sais que tu es loin d'être un grand fan, pourquoi pas récupérer un meneur, un petit peu plus de métier pour mettre un petit peu d'ordre là-dessus. Alors il y a des athlètes, il y a un peu voire même des animaux physiques, mais pour l'instant on fait du basket et pas du MMA et donc ils ont du mal à faire 3-4 passes, donc je sais pas, faut voir. Et en tout cas là-dedans Vucevic il a vraiment du mal, même si son comportement reste exemplaire, il a du mal à se trouver. Le suivant, c'est Monte Ellis, qui a 31 ans, qui est d'Indiana. Qu'est-ce que vous voyez? Où pourrait-il aller? Alors Monte Ellis, c'est 31 ans, donc c'est pas tout jeune. C'est un mec qui a l'habitude de bouger. Ouais. C'est un mec qui peut apporter très vite à une équipe. Le problème, c'est qu'il est un peu cher, Thomas. Je sais que 44 millions, il a signé l'été dernier, 44 millions sur 4 ans. C'est un peu cher, mais ça reste relativement faible pour les nouveaux contrats. En tout cas, pour l'instant, avec Indiana, ça marche pas top. L'année dernière, c'était moyen. Son début de saison est compliqué à côté de Jeff Teague. Il n'y a pas non plus un fit terrible sur le bac court. Mais les deux sont pas terribles. Ouais, ça va un peu mieux Jeff Teague. Faut voir, peut-être qu'en sortie de banc, il peut être utilisé. Pas sûr qu'il accepte ce rôle-là. Il peut avoir une valeur encore, parce qu'on sait que c'est un mec qui marquera des points si une équipe a peut-être besoin d'un scoreur. Avoir un vétéran qui met des points, ça peut toujours attirer. Mais en tout cas, on le sent pas épanoui. Le problème de Monte Ellis, et moi j'ai l'impression que c'est le même problème depuis le début de sa carrière, c'est que c'est un poste 2, donc vraiment poste 2 scoreur dans un corps de meneur. Là aujourd'hui, il peut pas défendre sur tous les postes de la ligue. Ça me paraît, il est pas assez vite, pas assez haut, pas assez dur. C'est un bon joueur. Il mettra des paniers, mais en défense, c'est limite tu défendras 4 pour grossir le trait. Donc clairement, dans une équipe qui va pas super bien, c'est peut-être le premier à dégager. Il envoie son CV en proie. Ouais. Je pense qu'il peut faire des cartons par contre. Là, il peut dépanner. Là, par contre, en première position, vous jetez tous les Pelicans et puis vous gardez que Anthony Davis. Les Pelicans, c'est quand même assez tragique ce qui se passe. Ils ont signé une superstar il y a 0 victoire pour l'instant. 0 victoire. Enfin, comment tu veux gagner en même temps quand tu n'as pas d'équipe comme ça? Les Pelicans. L'infirmerie est complète. Ouais, mais pas que. Ils ont signé donc Anthony Davis au maximum il y a 1 an et demi de ça. Ouais. Il a perdu beaucoup d'argent avec l'histoire de l'NBA, machin. Bref, mais en tout cas, il avait signé un énorme contrat pour l'époque, parce que même si maintenant les prix ont un peu changé, mais derrière, il n'y a rien qui a été fait. Ça fait 1 an et demi que le front office dort. Que les dirigeants dorment, que le GM ne fait rien. Alvin Gentry, pareil, il ne se passe pas grand-chose cet été. Pas un mot sur les Pelicans, ils récupèrent. Voilà. À la draft. Donc au final, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer tous les joueurs autour de lui. On va commencer par Tim Frazier. Et Todd Moore, évidemment. Ouais, Solomon Hill. Pour Dexter Quincy, bien sûr. Langston Galloway aussi, il peut être transféré. Dante Cunningham. Voilà, et surtout notre ami qui peut être transféré. En mer ainsi. Fais-moi la balle. Fais-moi la balle. J'avais presque la balle. Voilà. Donc il se passe rien autour de cette équipe et c'est assez triste parce que c'était une nouvelle franchise qui est arrivée à la Nouvelle-Orléans. C'est une ville où on sait qu'il y a quelque chose, il y a une atmosphère et il se passe rien, quoi. Il y a le Français Alexis Gessa qui est toujours aussi peu considéré. Voilà, je comprends pas ce qui se passe là-bas. J'ai presque envie de mettre une petite carte. Calvin Gentry serait certainement le premier coach à sauter cette saison et ça serait mérité. Toutes les semaines, on va avoir une nouvelle rubrique, All-Star, pas All-Star, c'est-à-dire ceux qui, sur le terrain ou en dehors du terrain, ont retenu notre attention. C'est la rubrique All-Star, pas All-Star. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway.
Alors, Erwan, lequel a retenu ton attention? Lequel est ton All-Star de la semaine? All-Star, moi, c'est Joel Embiid, Jojo pour les intimes, comme Thomas l'appelle. C'est un mec, quand même, il y a encore 6 mois, on se disait, hop, c'est le nouveau. Qui te disait, Erwan? Moi, j'ai senti. Ah, d'accord. Bon, j'ai senti, je t'en parle depuis 2 ans. D'accord. Ok, madame. Adjo qui m'a fait kiffer. Voilà, 2 ans, il est blessé. Hein. Ouais. Ok, madame Irma. Mais il prenait la direction d'un Greg Oden en pire. On avait même peur de ne jamais le voir jouer. Enfin, il y avait toute une espèce de points d'interrogation énorme autour de lui. On avait de lui quelques images à la fac à Kansas et même là, il avait déjà raté pas mal de matchs. On savait pas, on savait qu'il y avait un potentiel incroyable, mais on savait pas, on n'arrivait pas à le matérialiser. Et là, honnêtement, depuis que le début de saison a commencé, fait un ovni, un grand comme ça. Parce que, et on est là, on dit, il peut mettre des tirs à 3 points. Mais arrêtez, on s'en fout de ça. Arrêtez vos tirs à 3 points, là, allez jouer à Touquet, fantasmer. C'est un mec qui a des moves. Et moi, ça, c'est bien plus fou que mettre des tirs à 3 points. Le mec a des moves, bon passeur, basketteur, joue juste. Régale-moi, Joël. Régale-moi, Jojo. Et voilà. Non, mais ce que j'entends, il peut shooter à 3 points. Arrêtez votre fantasme du 3 points. Là, tout le monde aujourd'hui va en mettre. Les gens s'entraînent pour et tout. Très bien, il peut en mettre. C'est une arme en plus. Mais aujourd'hui, c'est un mec post-up. Tu lui donnes la balle, il va provoquer des fautes. Il met ses lancers, ça c'est le basket. C'est vrai, grand respect à lui parce qu'après 2 ans de blessure, et ça y est, il est revenu très fort. Et puis en plus, il a dit qu'à un moment donné, il avait envie de tout remballer, rentrer chez lui. Et ben non, il est resté. Ça aussi, c'est la force du haut niveau. Hein. Et on a envie de regarder les Sixers, c'est quand même fou. C'est fou. Sans Ben Simmons. Et on rappelle que Ben Simmons n'était pas là, donc les deux pareil, l'avenir leur appartient vraiment. Oui, j'ai dit qu'il était à Duke, n'importe quoi, comme ça, évidemment. Merci Erwan. Oui, c'est moi j'ai dit Duke. Je sais pas ce qu'il m'a pris. C'était Jalil, écoute. Moi, mon All-Star, et je vous le dis, en toute volupté comme ça. En toute volupté. Les Lakers ont un bilan positif, messieurs, dames. Les Lakers, j'ai l'impression que ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas fait la playoff, alors qu'ils étaient juste champions il y a 5 ans, mais bon, c'est pas. Ils ont d'ailleurs giflé les Warriors, violemment. C'est leur petite promenade de santé chaque année. L'année dernière, on se souvient, un dimanche soir, boum, ils gagnent contre les Warriors. Cette année, pareil, ils gagnent. Là, hier soir, ils gagnent contre Phoenix avec un Devin Booker à 39 points. Et j'ai retenu quelques trucs. Alors, D'Angelo Russell est hyper irrégulier, certes, mais c'est une espèce d'amalgame entre les jeunes, donc le Williams, qui défend pas, mais qui met des tirs. Nick Young, man! Nick Young est dans le 5 majeur. C'est le meilleur joueur hier, il taffe, il met tir. Incroyable, redevenu basketteur, exactement. Juste Randle fait des petits bifs avec Tyson Chandler. Non, il se passe des trucs et puis il y a une vraie envie de jouer. Tu vois, Luke Walton apporte ça à une équipe. Tu vois, on peut dire, oui, le fond de jeu est pas encore là, mais il y a une vraie envie, tu vois, il y a une énergie qui est transmise aux fans. Et moi, clairement, je kiffe quand il est 5h du mat et que je regarde les Lakers. L'énorme différence avec les Lakers, c'est que les jeunes Lakers marchent avec leur coach, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière. C'est clair. Quand une équipe est contre son coach, ça peut pas marcher. C'est ça. L'année dernière, Byron Scott, il était contre les jeunes, il avait donné la part belle à Kobe et tout. Les mecs, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Là, ils arrivent avec un coach jeune et ça leur va très bien. Et pareil, c'est très bien ce qu'ils font. Ingram montre 2-3 trucs aussi. Il joue un peu meneur. Il joue meneur dans le deuxième 5. Voilà. Williams. Ouais, donc, non, c'est bien, ils construisent des choses. Moi, All-Star, c'est un peu de douceur dans ce monde de brut. C'est le retour de D-Rose et de Noah à Chicago. Ça, c'était génial. C'était vraiment émouvant. On a revu la draft, on a vu. Franchement, c'était grand respect parce que je pense que ça n'arrive pas partout. Mais c'était la grande crainte quand D-Rose revient chez lui. C'est l'impression que les gens ont oublié qu'il avait été transféré. Parce que c'est pas lui qui est parti son plein gré. Autant Joaquin. D'ailleurs, il regrette. Il dit que sa famille se sentait bien, qu'il se sentait bien à Chicago, que franchement, aujourd'hui, il se sentait bien. Erwan, à chaque fois qu'il va à Marseille un week-end, il revient direct. Il bloque la canne bière et puis c'est allez, ça va. On va boire des coups sur Saint-Fé, tranquille. Le All-Star de la semaine. Le All-Star, c'est Lance Stephenson et s'il a frôlé le niveau All-Star avec les Pacers, je crois que c'est terminé pour lui. Il vient de se faire couper par les Pelicans. Il est blessé, il va se faire opérer, mais je crois définitivement qu'on a perdu un mec qui avait quand même un talent incroyable, qui est un espèce de all-around. On se souvient, c'est 13-5-5, je crois, aux Pacers. On parlait de lui pour le Star Game. C'est ça, on se souvient de ses défenses sur LeBron James, de son duel avec LeBron James. Son haleine sur LeBron James. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Il se passait un truc. C'était un vrai compétiteur et il s'est complètement perdu. Alors je sais pas. Alors pour le coup, les Pelicans. Je ne sais pas de qui est la faute, mais je ne sais pas. Bref, en tout cas, c'est triste. Je suis très triste pour Lance Stephenson, qui était un personnage et qui reste, à mes yeux, je pense, un vrai basketteur. Il s'est perdu, il va certainement finir en Chine. Puis il a fait une déclaration complètement maladroite qui, nous, en France, nous touche particulièrement. Donc on ne la citera pas parce qu'elle n'en vaut pas la peine. C'est clair. Mais voilà. On parle de Archie Goodwin pour le signer, l'ancien des Suns, un jeune de 22 ans, un arrière-ailier, plutôt scoreur, un bon joueur. On espère pour lui qu'il va intégrer cet effectif qui ne veut rien dire de toute manière. Allez, bon voir Archie. Moi, j'ai l'impression que la prochaine fois, on va d'abord faire les All-Stars et puis ensuite les All-Stars parce que là, j'ai l'impression que ça plombe un peu l'ambiance. Non. Alors, c'est quoi ton All-Star pour plomber l'ambiance, mon gars, on va parler de Washington. Wizards.
Les sorciers, mon gars, ils ont plus rien de magique, je peux le dire. Avec les sorciers, leur balai, leur balai, ils démarrent plus, tu sais. Donc ouais, Washington est au bout du rouleau, ils ont gagné contre Atlanta, heureusement, ils ont perdu contre Orlando, John Wall est blessé, c'est Satoransky qui est dans le 5 sur le poste de meneur, Bradley Beal est là. Ça match, en tout cas, bon, ça fait qu'une semaine, hein, pas de conclusion hâtive, ça va très vite en NBA. C'est ton grand mot de ce début de saison, pas de conclusion. Mais parce que c'est vrai, attends, il se passe tellement de trucs là, regarde, on voit des mecs qui gagnent 3 matchs, qui en perdent, regarde Chicago par exemple, qui gagne des matchs en perd direct. Donc ouais, en tout cas, Washington, ça pue. Ils ont fait un bon recrutement avec Scott Brooks, a priori, sauf que pour l'instant, ça ne matche pas vraiment. J'attends un peu Ils ont peut-être peur de voir Trump arriver à la Maison-Blanche. C'est une bonne raison. Tu m'étonnes que ça pue. Tu m'étonnes que ça pue. Bon, mon All-Star de la semaine, on en a déjà parlé, c'est Dallas qui, franchement, ça va pas, les gars. C'est bien triste. C'est un All-Star pour Stephen Brun. Hein. C'était des contenders à l'Ouest, pourtant. Oui, c'est une équipe qui est toujours en play-off. Eric Carlisle, un coach unanimement salué parce que vraiment fort. Mais là, il y a un problème. Hein. JJ Barea, quand il a 21 points, c'est son deuxième scoreur. Clairement, il y a un problème. Mais il y a peut-être une fin de cycle aussi autour de Rick Carlisle, qui est un très bon coach. Mais ça arrive dans le sport et de Dirk, il y a peut-être une fin de cycle. Et on a vu avec d'autres équipes que c'est toujours très dur à gérer les fins de cycle. Avant de vous dire au revoir, je tiens quand même à souhaiter un joyeux anniversaire. D'ailleurs, toute l'équipe souhaite un joyeux anniversaire sûr, à Yann Malumi, qui a 30 ans samedi. 64 millions. Bon, Yann, 30 ans, il a mal au genou. C'est le début de la fin, 30 ans, il faut lui dire. Oh là là, c'est vilain. Maintenant, tout va bien. Quoique lui, il doit avoir une meilleure hygiène de vie que moi. Je suis pas sûr comme ça, mais dans le doute, je me dis qu'il doit avoir une meilleure hygiène de vie que moi. Non, mais toi, c'est déjà fini, c'est pour ça. Oh, ok. Non, mais il a une petite entorse de genou, il a mal au genou, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera de retour, donc prompt rétablissement, et puis on va passer aux remerciements. Toi, tu as déjà remercié? Comme toujours, moi. Alors avant les remerciements, on voulait remercier Guillaume et Thomas ici pour la technique qui nous aide énormément, sans qui rien ne serait possible. Tous les gens autour qui nous ont aidés, Coach Jordan notamment qui nous a invités, et grâce à lui aujourd'hui, notre chaîne YouTube fonctionne fort. 30 000 abonnés. Exactement. Et la première vidéo, 75 000 vues, 75 000 vues. On est très contents. Voilà. Merci à tous en tout cas de nous suivre. Vous êtes top. Vous nous avez suivis, on est ravis. Et puis il y a les remerciements, ceux que vous attendez tous. Envoie la smoule, Pierrot. Envoie la smoule, Pierrot. Alors là, il y a Paul Zipster. Voilà, on le remercie. Il n'y a rien qui vous choque? Non. Bah, c'est le premier Zipster sans barbe. Wow, ok. Comme un air de déjà vu cette blague. Et ensuite, on va remercier Marcus Liberty qui joue à Denver. Et son rêve, c'était bien sûr jouer dans la ville de sa mère à New York, mais il n'a jamais pu. Tu l'as ou pas? Liberty, oui, chez sa mère à New York. Ok. Liberty, c'est une franchise de WNBA. Bon, écoute, c'est le début de saison, on fera mieux la prochaine fois. Vous êtes nuls, je suis sûr que ça a plu parce que vous avez été nuls sur mes blagues. D'habitude, c'est notre faute alors. Voilà, c'est votre faute. Bon, voilà, on prend tout pour nous. En tout cas, sur le programme de la semaine, tous les lundis, vous aurez. Oui, First Talk, messieurs, dames. Tous les jeudis. First Day Show qui va arriver dans quelques semaines. L'émission n'est pas encore prête, mais quand elle va arriver, ça va être. On travaille là-dessus, sur le décor, sur le truc. On va arriver avec Steph et puis Wax. tous les matins, par contre, vous allez vous réveiller tôt les gars. La matinale, dès demain, mardi, demain matin, 8h30, 9h, on va faire la matinale. Enfin, on va pas faire une demi-heure. Ça sera entre 8h30 et 9h. Il y a plein de choses à régler, mais ça arrive, la matinale, ça va se lancer, ça et tout. Voilà, on est très contents en tout cas à tous. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai apprécié ce moment, j'ai bien rigolé. Alors n'hésitez pas à liker la chaîne, les réseaux sociaux, Twitter, Snap, parce que First Team 101. First Team 101. Exactement. Et puis nous on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao.